Putain, Steph, de ta cité HLM Macarenco à Vitry-sur-Seine, t'arrives à vendre la boîte que t'as fondée au leader mondial à déco. Et donc j'étais fière parce que j'avais tellement donné pour cette boîte que je sais pas comment j'aurais réagi si elle était partie au tapis. Parce que moi, humainement, j'y avais mis beaucoup. Regardez ce matin, en fait, on a dépensé en 6 mois 7 millions d'euros de salaire et c'est plus de 20% par rapport à l'année précédente. On est complètement addict à l'adrénaline. Ouais, je pense. On a un problème d'addiction grave. Ouais, complètement, je suis assez d'accord avec ça. Non mais ça, c'était mon rêve de gosse. C'est incroyable. Mon rêve de gosse, d'avoir une machine qui parle comme moi, quoi. Ouais, c'est Donc bon. en fait, là, je réalise mon rêve. Pourquoi Stéphanie, elle n'est pas restée en fait chez Capa? Parce que ça pourrait être un projet incroyable. Donc c'est moi qui pose la première question. Si tu veux. D'accord. Tu me racontes ton métier et ta boîte? Ouais, ok. Mon métier, Parce que en moi, fait. c'est pour ça que je suis venue. Hein. Ok, cool. Et moi, je voulais absolument que tu viennes parce que j'arrive pas à trouver des sujets sur lesquels je suis en désaccord avec toi sur la façon d'entreprendre. Donc en fait, je me suis dit, cool. quand on rencontre des gens qui sont comme ça, qui sont complètement alignés sur un cadre de référence, sur la façon de faire les choses, je me suis dit, il fallait absolument que je te rencontre. Donc Cool. je suis super content de te recevoir. Mais Merci d'être là. Super contente d'être là. Cool. Alors mon métier, moi, en fait, c'est d'intervenir de partout où il est difficile d'accéder. Donc on peut être le lundi matin au sommet de la Tour Eiffel, la semaine d'après sur les toitures du Grand Palais, ou encore sur les falaises en montagne, ou sur les sommets des cheminées industrielles. En fait, on intervient pour réaliser des travaux du BTP, mais en hauteur, suspendus à des cordes. Donc ça, c'est une grande partie de notre activité. Et donc, on est aujourd'hui devenu le groupe leader dans les métiers des travaux sur cordes en quelques années. Et j'ai l'habitude de dire qu'en fait, je suis l'intérimaire qui est devenu le président d'un groupe leader en France de son métier. Incroyable. Donc, le truc dingue, c'est que tu as commencé comme intérimaire. Ouais. Mais comment t'es arrivé là? Tu étais passionné de montagne, d'alpinisme J'ai monté ma première boîte quand j'avais 20 ans dans un domaine qui était complètement différent. Moi, je suis comme toi, mais tu vas me raconter. Moi, je viens d'un quartier populaire et, à côté de Lyon, de Rieux-la-Pape. Ouais, très bien. Voilà. Et en fait, moi, mon projet depuis toujours, ça a été de me dire comment je fais pour aller en ville. Parce que déjà, c'était compliqué en fait d'aller en ville. Juste le fait d'aller à Lyon, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bus, etc. Ouais. Et on était en plus au fin fond de Rieux-la-Pape. Donc en fait, on passait une demi-heure, 3/4 d'heure pour rentrer chez nous à pied avec mes copains à l'époque. On essayait de se déplacer. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, il faut que j'arrive à passer la frontière et que j'aille en ville. Donc ça a toujours été ça mon projet. Et donc j'ai monté ma première boîte. J'avais pas un centime et je suis allé voir une banque et je lui ai dit en fait on va révolutionner le secteur des médias et en fait ma première boîte c'était une boîte d'édition et c'était le début de la presse gratuite dans les années 2000 et donc j'ai monté une boîte comme ça et en fait je savais absolument, tu sais pas gérer une boîte quand t'as 20 ans. Ouais. Voilà. Donc t'as monté un journal gratuit? Ouais, j'avais un journal gratuit, on faisait du street marketing, donc on faisait de la communication de rue. Il parlait quoi ce journal? Il parlait de tout ce qui se passait à Rieux-la-Pape. Ouais, pas à Rieux-la-Pape, mais plus à Lyon. En ville. Ouais, plus en ville. Et c'était ma première fois où j'ai été approché par des investisseurs. Et en fait, s'il y avait une vraie révolution des médias à ce moment-là, parce qu'il y avait une logique où en fait on donnait les magazines de la main à la main, donc on touchait immédiatement notre cible, ce qui changeait. Donc voilà. Et puis on avait un business model qui était uniquement fait avec des insertions publicitaires. Et donc moi, comme j'étais pas trop mauvais commercial, ça marchait bien. Mais par contre, ce que j'avais oublié une chose, c'est que quand on est en forte croissance, en fait, il faut gérer son cash. Ouais. Et que en fait, c'est pas parce que ça marche. Et d'ailleurs, peut-être c'est une question que j'ai envie de te poser, c'est que toi, tu viens du monde de l'intérim. Ouais. Et effectivement, il y a un vrai sujet de business model sur le cash. Et je t'ai entendu dire dans une interview qu'en fait, les boîtes en forte croissance, c'est elles qui ont souvent qui déposent le bilan parce qu'effectivement, elles ont un vrai problème de cash. Ouais. Moi, j'ai du mal à l'expliquer. Je l'explique tout le temps, ça. Ouais. Comment tu l'expliquerais de manière simple? Alors, sur l'intérim, ça s'explique facilement puisque tu dois payer les intérimaires avant que l'entreprise cliente te paye toi. Tu vois? Donc, par exemple, tu recrutes 100 intérimaires pour Carrefour. Le 30 mars, attends, je regardais. Non, le 31 mars, faut que tu fasses les fiches de paie. Donc là, tu fais les fiches de paie, tu payes tout de suite. Sauf que ton client Carrefour, il a légalement le droit de te payer à J plus 45. D'accord? Ce qui fait, d'ailleurs, il respecte le délai? Ouais, s'il respecte le délai. Donc, bon, il y en a certaines boîtes qui te payent avant parce qu'elles ont bien compris que tu payais de l'humain et que c'était important. Mais quand même, donc toi, tu vas payer tes 100 intérimaires le 1er avril et ton client peut te payer le 15 mai.
Et encore, s'ils te payent le 15 mai, parce que quelquefois, c'est 60 jours, etc., tu as des clients qui ont des difficultés de paiement, d'où bien vérifier, en particulier quand tu dois sortir du cash avant de pouvoir l'encaisser sur une même prestation, de bien vérifier la solvabilité de tes clients. Toi, tu faisais comment t'as travaillé avec beaucoup de grands groupes, mais comment tu faisais au démarrage? Au démarrage, j'ai fait une levée de fonds. C'est-à-dire que j'ai fait une levée de fonds auprès d'investisseurs pour avoir cet argent en cash pour pouvoir payer les intérimaires. Donc, si tu veux, c'est comme si j'avais fait un prêt à la banque. Hein. Voilà. Et pourquoi tu as choisi avec des investisseurs plutôt qu'un prêt à la banque? Alors, parce qu'en fait, j'ai été éduquée dans mes expériences d'avant à travailler avec des fonds d'investissement. Donc, tu vois, c'était un peu la logique. Mais c'est une très bonne question. C'est une très, très bonne question. Et d'ailleurs, il y a quand même une espèce de retournement en ce moment de dire, finalement, les fonds d'investissement, c'est bien quand tu as besoin de beaucoup, beaucoup d'argent. Mais les banques font très bien le boulot aussi. Et donc, faut pas oublier que quand tu prends un fonds d'investissement, tu vends des parts de ta société en échange. Mmh. Donc, tu peux en arriver même à perdre le contrôle de ta société. Alors que finalement, une banque, elle te fait un prêt. Bon, là, il faut bien caler tes remboursements de prêt, hein, parce que les remboursements de prêt, ça peut aussi te mettre dans le rouge à un moment. Donc, en fait, tu viens de bien commencer le podcast, c'est-à-dire qu'une entreprise, c'est avant tout la gestion du cash. Ok, ouais, je crois. Hein. Pour moi, tu vois, à chaque fois que j'ai été dans une entreprise en responsabilité, je savais exactement combien il y avait sur mon compte en banque tous les matins, quoi. Tu vois, je savais exactement. Ouais. Je suis toujours étonnée quand il y a des entrepreneurs qui disent, attends, je vais demander à mon DAF ou je vais demander à mon comptable. Moi, j'ai toujours su tous les matins combien j'avais sur mon compte en banque et donc combien je pouvais investir ou combien je pouvais recruter, c'est super important. Ouais, c'est des choses. Enfin, moi, je comprends exactement ce que tu dis parce qu'il y a deux choses auxquelles ce que je fais le matin et entre autres dans les deux choses, il y a le fait que je regarde les positions de l'ensemble des entreprises du groupe pour savoir où on en est justement sur la position de cash. Et en fait, ça me paraît être une data qui est prioritaire. Et puis, ce que je me dis surtout, c'est qu'en fait, j'ai la responsabilité de nos 400 salariés de faire un salaire à la fin du mois. Donc, moi, il faut qu'on ait la possibilité systématiquement en fait de pouvoir assurer ça. C'est exactement ça. Moi, c'était ma hantise de ne pas pouvoir payer mes collaborateurs. Je comprends parfaitement ce que tu dis. Ouais. Et ça crée une espèce de charge mentale, de poids, de charge mentale et une lourde responsabilité. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'après, derrière, en fait, ils ont des familles, ils ont fait des crédits, ils ont acheté des maisons, ils nous font confiance sur la stratégie qu'on déploie, etc. Et c'est avant tout ma plus grande responsabilité. C'est ça, surtout quand on est dans des entreprises de prestation de services, c'est qu'en fait, on peut pas se permettre qu'il y ait un jour de retard sur la paye et on peut pas se permettre qu'on ne paye pas nos salariés, quoi. Donc, je comprends exactement ce que tu dis et souvent, on oublie ça et le fait de faire appel à j'appelle ça à de l'argent magique, ça pose beaucoup de questions. En tout cas, moi, ça m'interroge beaucoup, cet argent magique en fait qui vient de je sais pas où et où ça nous permet de recruter des gens qu'on n'a pas besoin, de dépenser de l'argent en fait parce qu'il faut en dépenser pour montrer qu'on fait des choses. Alors moi, ça c'était avant ça. Hein. Tu crois que ça n'existe plus? Non, ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc ça, tu vois, c'était vraiment avant. Et donc pour revenir à ton premier sujet. Donc au début, on a fait une levée de fonds parce que tu vois, j'avais été éduquée comme ça, parce que les boîtes précédentes dans lesquelles je bossais fonctionnaient comme ça. On reparlera un peu parce que là aussi, il y a une évolution. De plus en plus d'entrepreneurs maintenant se disent mais finalement, pourquoi je vendrais des parts de ma boîte alors que je peux aussi très bien gérer avec les banques qui font un super boulot. Et un des gros problèmes de croissance qu'on a eu, dont tu as parlé, c'est parce que moi, je sais que c'est vrai, on peut mourir plus facilement en croissance qu'en décroissance. En décroissance, malheureusement, c'est assez mathématique, même si c'est dur à entendre. Tu commences par arrêter tes intérimaires, ce que toutes les boîtes font. Ensuite, tu licencies. Tu arrêtes des partenaires. Et une fois que tu as fait tout ça, tu te mets un peu en mode escargot, coquille, et où tu vas dépenser le moins possible. Quand tu es en croissance et que tout d'un coup, tu vois des clients affluer, il faut leur délivrer le service, et bien en fait, là bien sûr, normalement, une boîte, son job, c'est de faire de la croissance et de faire de plus en plus de bénéfices pour faire croître la société, recruter, la développer, faire des acquisitions, etc. Et donc, nous, la vraie crise de croissance, on l'a vécue au tout début du Covid, où là, toute la grande distribution nous a demandé des intérimaires. Donc, en fait, on a placé entre x2 et x3 plus d'intérimaires qu'avant.
Ça voulait dire x2 à x3 plus de paye. Ouais, bien sûr, incroyable. Sauf que là, on n'avait plus le cash d'élever de fonds pour assurer ça. Donc là, heureusement, il y a eu le Crédit Agricole. Merci le Crédit Agricole. Je leur fais de la pub, mais parce qu'ils ont toujours été là dans les moments de crise de mon ancienne société Kappa. Et donc, on a fait ce qu'on appelle de l'affacturage. Okay. C'est-à-dire que on leur cède les factures à venir des clients et en échange, ils nous prêtent cette somme-là en prenant un peu d'intérêt. C'est comme un prêt, on va faire plus simple, pour pouvoir payer les salaires des intérimaires en avance. Et voilà. Est-ce que tu es d'accord avec moi, en fait, de dire que le fait de regarder la position de ses comptes tous les matins et de suivre et de piloter sa croissance, ça oblige à anticiper? Et effectivement, quand on est déjà quasiment dans le mur en termes de trésorerie, si on n'a pas anticipé, c'est très compliqué d'aller voir ses partenaires bancaires. J'imagine que quand tu as vu qu'il y avait un gros mouvement au début du Covid, tu as appelé tes partenaires en disant en fait, je vais avoir besoin de vous. Parce que si tu le fais le jour où tu as besoin de faire les payes, c'est très compliqué. Bien sûr. Ah non, mais tu as raison, l'anticipation, elle est clé. Après, ce qui est dur dans nos métiers de chef d'entreprise, c'est qu'il faut anticiper sur tout, quoi. Ouais. Il faut anticiper sur les recrutements en se disant, tiens, est-ce que le marché va être meilleur dans 6 mois ? Donc, dans 6 mois, je vais avoir besoin de plus d'intérimaires dans tel secteur. Donc, tu commences déjà à qualifier des CV. Bon, mais ça marche pour n'importe quelle entreprise, un type d'entreprise. Par exemple, le boulanger qui est dans une zone estivale touristique, l'été, il se dit, il va peut-être me falloir 3 intérimaires en plus à la caisse pour faire la vente. Donc, en fait, ce qui est dur aussi, on a parlé de charge mentale. Ce qui est dur dans nos métiers, c'est que non seulement tu dois faire le moins d'erreurs possible parce que les erreurs, tu les payes cher. Deuxièmement, tu dois tout anticiper. Et moi, je dirais un troisième point, c'est qu'en fait, moi, ça s'arrête jamais dans ma tête. C'est 24 heures sur 24. Ouais, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Je voudrais te parler de ça parce que, en fait, moi, je travaille beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression que je travaille beaucoup. Alors après, tu sais, c'est très personnel, ce genre de sujet. Moi, je travaille beaucoup et en fait, ça s'arrête jamais. Moi, c'est jour, nuit. Là, je viens de rentrer de la Réunion hier soir. J'y étais pour 3 jours. Tout le monde me dit que c'est très compliqué d'aller à l'autre bout du monde pour 3 jours. Mais en fait, quand on veut faire des opérations, on n'a pas le choix. Il faut se déplacer. Il faut voir les gens. Donc là, tu y allais pour voir un client. Exactement, pour avoir un client, une autre opération de croissance externe qu'on va faire, etc. Et en fait, moi, je travaille jour, nuit. Enfin, il n'y a pas de limite en fait dans mon arrêt, dans ma façon de travailler. C'est pas parce que je pars quelques jours en vacances qu'en fait, je suis pas en train de travailler non plus et que je m'organise aussi là-dessus. Et en fait, il y a une espèce, j'ai l'impression, une espèce de mode là où en fait, il faudrait qu'on arrive à faire du sport, qu'on mange équilibré. Non, mais ça c'est les. Et qu'en plus on arrive à travailler beaucoup et qu'en plus on soit hyper bon dans tous les sujets. Tu sais, c'est comme des couples de potes. Tu dis putain, elle est trop belle, il est trop beau, ils sont trop bien. Puis après, tu découvres que chacun va niquer ailleurs. Ouais. Donc ça c'est pareil. La vraie vie, c'est pas ça. Ouais. Mais je pense on est d'accord, mais c'est important de le dire qu'en fait la vraie vie c'est pas ça, parce que. Non, mais moi j'ai pas fait de sport depuis 15 ans, c'est nul. Alors j'ai un truc, c'est que je marche beaucoup. Tu vois, donc je fais tout en transport en commun, le métro, le RER. Donc quelquefois je sors 2 stations avant parce que ça me permet, tu vois, aussi le fait de marcher, ça me permet de baisser un peu la tension et quelquefois d'arriver à me focaliser sur des sujets où je dois prendre une décision. Donc moi je marche beaucoup, ça me sauve. Mais là je me dis quand même, Steph, un petit peu, même un quart d'heure, il faut que j'arrive à caser ce quart d'heure là. Mais c'est pas vrai. Les entrepreneurs, ils font pas du sport et ils partent en vacances et c'est sympa. Moi, j'y crois pas. Ouais, t'es d'accord avec moi, en fait, c'est ça. Si, t'as toujours l'exception. C'est comme Mark Zuckerberg avec Facebook. Donc, le gars, il est à l'école, il trouve une idée ou il copie une idée, il l'exécute super bien, puis d'un coup, il fait une boîte. Mais bon, t'en as 10 dans le monde tous les 10 ans qui arrivent à faire ça. Et puis, t'es d'accord avec moi de dire qu'en fait, il n'y a pas le même temps pour faire les choses en fonction de là où tu en es dans ton parcours. Ouais. Déjà, en fait, tu travailles pas de la même manière. Et ça, c'est un super point, ça. Et en fait, moi, je trouve que, moi, j'avais pas le choix, j'étais ouvrier. Donc, en fait, il a fallu que je bosse 3 fois plus que les autres pour pouvoir y arriver. Ouais. Et en fait, je pouvais pas bosser 3 fois plus que les autres. Et en plus de ça, arriver à faire du sport, manger équilibré, voir mes enfants, rentrer tous les soirs. Enfin, je veux dire, il y a un moment, en fait, moi, je sais pas comment ça marche. Ouais. Mais je trouve qu'il y a plein d'injonctions contradictoires. Et en fait, si tu fais pas tout ça, en fait, t'es pas l'entrepreneur qu'il faudrait être à la mode. Et moi, je rencontre plein de gens qui... Tu sais, alors ces phénomènes de mode, je comprends ce que tu dis, parce que moi, par exemple, avec Kappa, il y avait une mode à un moment, tu sais, un peu avant le Covid et puis un peu après,
lever 400 millions, comme tu le disais tout à l'heure, il fallait dépenser très vite cet argent. J'ai fait exprès de dire dépenser, pas investir, pour pouvoir relever 800 millions le tour d'après, etc. Moi, j'en ai vu passer beaucoup. Je te dis, d'ailleurs, j'en ai vu passer aussi qui n'avaient pas levé 400 millions. Et en fait, la vie, elle n'est pas si simple que ça. T'as pas beaucoup d'entreprises en France qui se déploient, qui font plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui arrivent à être vendues plus de 50 millions. Tu vois, il y en a très, très, très peu. Et voilà. Après chacun, j'ai envie de dire, chacun fait comme il veut, mais ce qui nous rassemble tous les deux, c'est qu'on a la même histoire. Ouais, complètement. Moi, tu vois, j'ai vécu en cité à Vitry-sur-Seine. À 14 ans, je bossais sur les marchés. Ma mère, moi, j'ai perdu mon père. Ma mère, elle n'était pas entrepreneur, elle était secrétaire. Donc, si tu veux, la finance, j'en entendais pas parler à table. Tu vois, quand t'as ton père chef d'entreprise, quand même, il en parle, il peut en parler. Puis, il va petit à petit, mine de rien. Tu vois, moi, je suis sûre que si je passais 1 an avec Elon Musk chez Tesla, bon, bah, c'est comme si je passais 50 ans de ma vie normale, parce que quelle que soit la personne, pour réussir à faire ce qu'il a fait, bah, en fait, rien que de le voir travailler, rien que de le voir agir dans une réunion, rien que de le voir échanger avec ses collaborateurs, t'apprends énormément. Nous, on n'a pas eu de cette chance-là. Tu vois, pour moi, souvent on dit, tu vois, avant on disait, même maintenant c'est un peu à la mode, il y a les pauvres contre les riches. Moi, je me suis jamais sentie pauvre dans la cité, quoi. Tu vois, ma mère, elle gagnait pas grand-chose, mais je me suis jamais sentie pauvre. Donc ça, c'est un truc que j'aime pas. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, on était tous pareils. Oui, voilà. Enfin, il y avait pas parce que moi, pour le coup, je me suis senti pauvre quand j'allais en ville. Ouais. Et en fait, j'avais pas la même chose que les autres, etc. Bien sûr. Et ça veut pas dire que j'avais forcément une forme de jalousie, mais en tout cas, je me suis dit, mais comment je fais moi pour y arriver? Voilà. D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Mais c'est ça qui, moi, ce qui me manquait le plus sur le fait dont j'étais le plus jalouse, c'était de me dire, punaise, si j'avais eu des parents qui étaient soit commerçants, soit chefs d'entreprise par rapport à ce que j'avais envie de faire, tu vois, ou quand tu veux faire médecine, des parents médecins, mine de rien, le fait d'écouter, de voir comment ils vivent, de raconter l'opération le soir, etc. Mais finalement, ça forme ton cerveau, tu vois. Nous, on n'a pas eu ça. Mais finalement, ce que ça nous a apporté la rage. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Et cette rage-là, elle n'a pas de prix. Ouais. Mais cette rage-là au sens positif. C'est-à-dire, bah, nous, en fait, on a un moteur dans notre estomac, dans notre cerveau et dans notre cœur qui fait qu'il peut nous arriver beaucoup de choses. Comme par exemple, je pense que tous les entrepreneurs comme nous, on a une résilience parce qu'en fait, on a vécu, pour le coup, ce qu'on a appris tout petit, c'est exactement ce que tu dis. Moi, par exemple, mon truc, c'était la mode des chaussettes Burlington ou des Vans, et donc, bah, j'avais pas forcément le blé pour m'acheter ça. Donc, quand je bossais, que j'allais m'acheter ma première paire de Vans, tu vois, c'était un kiff incroyable. Donc, en fait, on a vécu le fait qu'il faille attendre pour avoir les choses. Donc, on connaît la patience, on connaît la résilience. On a vécu le fait que il fallait travailler beaucoup plus que les autres, et c'est pas grave parce que quand on le fait vraiment, on y arrive. Parce que c'est vrai quand même, la méritocratie, ça marche aussi, et qu'on est aussi dans un pays, la France, où on a tout ça. Donc, en fait, le fait qu'on ait eu cette vie-là où on était quand même heureux, eh bien, ça nous a appris des choses que le fils de médecin n'a peut-être pas. Et c'est pas grave, on part tous avec des forces, des faiblesses, et à chacun d'entre nous de progresser sur nos forces et de bien travailler nos faiblesses quand même. Voilà. Ouais, complètement. Mais moi, je suis fière, tu vois, je suis fière de mon parcours, je suis fière de ton histoire, parce qu'en fait, ça montre que on peut tous y arriver. Donc en fait, la victimisation dont on entend parler en ce moment, moi, ça me fait grave chier, sauf un truc. C'est-à-dire qu'on a un truc en plus, et ça, malheureusement, tu décides pas, c'est la santé. C'est-à-dire, tu vois, dès que t'as un problème de santé, etc., bah, c'est normal, quelquefois, tu dois t'arrêter pour suivre un traitement, ou t'es fatigué, et là, c'est très injuste. Mais tu peux pas forcément avoir la même tout à fait, énergie, implication, etc. Mais si tu as la santé, moi je dis, ça c'est un bien quand même très précieux, bah après tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Après, on n'a pas les mêmes chances de partout. J'ai 2 questions à te poser par rapport à ça, justement par rapport à ton parcours, parce que ton parcours, il est quand même assez incroyable. De céder ta boîte au leader mondial, je trouve que c'est un projet qui est complètement dingue. Ouais. Je trouve ça assez fantastique. Mais la première question par rapport à ça, c'est par rapport à ton parcours. Toi, tu as fait des études.
Et en fait, on ne fait pas ses études de la même manière quand on a les moyens ou pas les moyens. Tu parlais du fils de médecin, mais ça peut être le cas du fils de chef d'entreprise, etc. Ouais. On ne fait pas les mêmes études, on ne les fait pas aux mêmes endroits, on n'a pas les mêmes chances, ça c'est une réalité. C'est parfois plus difficile. Moi, quand je vois des jeunes aujourd'hui qui sont obligés, pour financer leurs études, d'aller travailler tous les soirs, etc., en fait, c'est pas tout à fait la même chose que celui qui rentre chez lui, qui a à manger dans son frigo et qui a juste à se concentrer sur son job. Donc, on fait pas la même chose. Moi, je vois que je me suis posé souvent cette question-là parce que j'ai eu cette... j'ai pas fait d'études au départ, j'avais simplement juste un BTS. Et en fait, je suis allé me former après. Mais je sais qu'en fait, moi, ma priorité, c'était... quand tu n'es plus chez tes parents et qu'il faut que tu manges tous les jours, etc., c'était pas d'aller faire des études, j'avais pas le temps d'investir ça. Ce que je voulais faire, c'était de gagner un peu plus d'argent pour faciliter ma vie et arriver à pouvoir manger à la fin du mois, etc. Toi, les études, ça a été quand même un socle important pour la suite. Oui, mais moi aussi, tu sais, j'ai bossé. Alors, pour le coup, je vais passer pour la chieuse. Mais moi, j'ai pas décidé d'aller faire des études à 800 km de chez moi. J'ai fait les études, j'étais dans la cité, et puis après chez mon amoureux à Thiers, chez ses parents qui nous hébergeaient gratuitement. Mais bon, tu vois, aussi j'ai fait avec les moyens du bord. Alors donc j'étais à Vitry, donc je pouvais aller à Paris. J'avais pas besoin d'avoir un logement haut, donc j'avais pas cette charge-là. C'était ma mère qui payait, mais après moi j'ai commencé à bosser à 14 ans et je faisais pas y aller l'été à dépenser mon fric en boîte, je le mettais de côté et pour me payer mes études. Et après j'ai bossé aussi pendant mes études, j'étais vendeuse chez Gosport, voilà, parce que pour m'acheter des trucs en plus, ce dont j'avais envie. Écoute, encore une fois, je pense que la vie, ce que je trouvais injuste à l'époque, c'est que dans les concours d'école de commerce et tout ça, il fallait savoir parler anglais. Sauf qu'à mon époque, il n'y avait pas Internet, donc tu pouvais pas regarder des films à la télé en anglais, prendre des cours en regardant des vidéos sous-titrées en anglais, etc., etc. Donc gratuitement. Tout ça aujourd'hui, tu peux le faire gratos. Et donc ça, je trouvais ça injuste parce que moi, donc je suis nulle en anglais. Je me démerde, je comprends tout. Je parle comme une Française, mais finalement, les Anglais, les Américains, ils aiment bien, ils sont super cool là-dessus. Puis c'est ce que je dis, moi je parle anglais, vous parlez pas français, donc bon, voilà. Mais ça, je trouvais ça un peu injuste. Aujourd'hui, en fait, les barrières de l'injustice, elles sont vachement tombées. T'as des systèmes de bourse incroyables, t'as des écoles qui recrutent beaucoup en ouvrant leur concours à des personnes avec des bourses. Et puis maintenant, tu peux même suivre des cours du MIT sur ton téléphone. Ouais, c'est incroyable. Donc en fait, il y a énormément de barrières qui sont tombées. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui que à notre époque. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Tu parlais d'argent tout à l'heure et de levée de fonds et de moyens, etc. Ouais. Toi, tu cèdes ta boîte il y a maintenant 2-3 ans, 2 ans Septembre 2021, on l'a vendue et je suis partie en mai 2022. Ok. Qu'est-ce que ça fait alors, j'ai lu pas mal de montants. Je ne sais pas lequel est... On a vendu quasiment 100 millions. Ok, 100 millions pour 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça? Un peu plus. Ok, mais avec une technologie dingue, tu vas m'en parler un peu après. Et donc, du coup, toi, je ne sais pas comment tu étais et quelle part tu avais dans le capital à ce moment-là. Pas mal. Pas mal. Donc, ça veut dire que tu prends quand même quelques millions au passage. Toi, tu fais ta sortie à ce moment-là. Ouais. Et comment on vit ça? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on vit quand en fait d'un coup, on a des millions qui arrivent sur son compte et qu'on vient de Vitry et que comment ça se passe? Alors, très bonne question. Je vais te donner une réponse qui va peut-être te surprendre. Moi, ma vraie passion, c'est l'entrepreneuriat. Donc en fait, l'argent, pour moi, j'en ai conscience, c'est énormément d'argent. Mais d'abord, je l'ai mérité. Donc tu vois, c'est pas tombé tout seul. Avis à nos hommes politiques là qui vont prendre pour certains des décisions de merde. Faites attention parce que moi j'ai travaillé 90 heures par semaine, 7 jours sur 7, j'avais une semaine de vacances pendant 10 ans, je prenais mes clients le samedi, le dimanche, donc si tu veux cet argent-là je l'ai mérité. Donc en fait je l'ai vécu comme une chose normale parce que je savais que soit la boîte elle allait mourir, soit on allait faire un LBO ou quelque chose comme ça, soit on allait la vendre. Parce qu'à partir du moment où tu fais une levée de fonds, c'est l'histoire. C'est le système qui veut ça, c'est comme ça. Donc j'étais prête à ça. J'avais échappé au pire que la boîte elle meurt, parce qu'il faut oublier qu'il y a énormément de startups qui meurent tous les jours.
Et en fait, cet argent, pour moi, c'est un soulagement parce que chez Kappa, les 4-5 premières années, je me suis pas payée. Donc, en fait, les Et quand tu dis économies tu que t'es pas j'avais, payé, c'est-à-dire tu t'es pas zéro. payé. C'est-à-dire que tous les mois et tous les jours, tu te levais le matin Ouais. et à la fin du mois, tu te payais pas. Bah oui, parce que cet argent-là que je me versais pas, en fait, ça me permettait de le garder dans la boîte pour faire des recrutements de développeurs, etc. Donc, on a fait très attention au bureau. Nos premiers bureaux, d'abord, on était on était en coloc dans un bureau, dans un appart, et puis ensuite, nos premiers bureaux, c'était un ancien atelier de couture rue d'Aboukir, et donc en fait, qui était pas délabré, mais quasiment. On a fait la peinture nous-mêmes avec nos stagiaires de l'époque. Donc merci encore pour ça. Je suis pas sûre que les stagiaires aujourd'hui accepteraient de le faire. Tu vois, comme quoi, alors qu'on a passé un super moment et ça fait des souvenirs. Et les souvenirs dans la vie entrepreneuriale, c'est important. Donc voilà. En fait, ça m'a rassurée. D'abord parce que j'étais fière du chemin parcouru. En fait, le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est de me dire, putain, Steph, de ta cité HLM Makarenko à Vitry-sur-Seine, t'arrives à vendre la boîte que t'as fondée au leader mondial à déco, avec bien sûr tout le travail des équipes, des managers, des clients, etc. Et donc j'étais fière parce que j'avais tellement donné pour cette boîte que je sais pas comment j'aurais réagi si elle était partie au tapis. Parce que moi, humainement, j'y avais mis beaucoup, quoi. Voilà. Et après, j'ai été rassurée parce que je me suis dit, j'ai un peu d'argent. Si ma mère doit partir en EHPAD, je pourrais la mettre dans un EHPAD correct. Voilà. Mais Et ça qu'est-ce que n'a pas du tout changé ma vie. Tu t'es acheté une Ferrari? Non. J'ai pas changé de voiture. Donc ma voiture, elle a 100, je crois 180 000 kilomètres. Et elle a, je crois, 16 ans. Donc j'ai pas changé de voiture. Je l'adore. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé une semaine de Club Med à des potes. Ok, cool. J'étais jamais allée au Club Med de ma vie, Okay. tu vois. Donc je leur avais dit, parce qu'ils avaient été là pendant les moments difficiles, je leur ai dit, si un jour je vends, je vous emmène en vacances. Donc je leur ai payé une semaine au Club Med. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je me fais une semaine de beaux voyages par an. Donc là, par exemple, je suis allée à Marrakech. Okay. J'ai bien aimé. Et j'ai réinvesti dans Volubile. Ok. Et t'as pas eu mais non, une sensation, tu sais, on parle beaucoup de ça, t'as pas eu cette sensation de dire en fait, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est-à-dire qu'en fait, pas du tout. moi j'ai plein de questions par rapport à ça, par rapport à la session de Kappa. Moi, je fais beaucoup d'opérations, je rencontre beaucoup de dirigeants. J'ai un deal flow où je rencontre à peu près 5 nouveaux dirigeants par mois dans notre logique de croissance externe. Et du coup, bon, déjà, je rencontre beaucoup de dirigeants en fait qui n'ont pas préparé leur départ, soit qu'ils soient proches ou loin, mais en tout cas, c'est des choses en fait qu'ils n'imaginent pas forcément, en tout cas dans notre secteur d'activité, dans le BTP. Et je me pose souvent la question, et ceux que je rencontre qui ont cédé pour X ou Y raison, parfois un peu trop tôt avant la retraite, ils me disent tous la même chose, c'est qu'en fait, il y a une espèce de sensation de vide. Et il y a un truc qui est compliqué, c'est-à-dire que tous les matins, tu te lèves pour aller au combat, pour aller développer ta boîte, aller chercher point par point ta croissance, aller vendre des affaires, des opérations, etc., signer des contrats. Le soir, quand tu te couches, tu continues en fait à travailler dans ton lit et pendant ton sommeil, en fait, tu réfléchis encore à ce qui se passe et comment tu vas se passer demain et comment tu vas pouvoir réussir à joindre les deux bouts, etc. Et puis un jour, ça s'arrête. Moi, je m'interroge par rapport à ça. Moi, c'est pas le projet que je défends. Moi, j'aimerais bien devenir comme Adecco, en tout cas le leader mondial de mon métier, en tout cas le leader européen. C'est pour ça, c'est ça qui m'anime. Parce que tu sais pourquoi ça m'anime? C'est parce que je me dis qu'en fait, le chemin est tellement long à parcourir qu'en fait, ça repousse l'échéance que je pourrais avoir et de cette passion, en tout cas, qui m'anime tous les jours. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Alors là, je savais qu'après Kappa, je voulais lancer une nouvelle start-up. Donc avec Julien, qui était mon CTO chez Kappa, parce qu'on avait bien bossé ensemble pendant 5 ans. On est ultra complémentaires. Lui, il s'occupe du produit, de la R&D, moi du financier, du commercial. Donc voilà, et puis il m'avait tellement apporté chez Kappa que il n'était pas fondateur, il était salarié, que je pense que son rêve c'était de monter sa boîte et que donc j'avais envie de l'aider pour son rêve à lui parce qu'il m'avait aidé à réaliser le mien. En revanche, c'est la vérité, hein, c'est-à-dire que
du jour au lendemain où t'as plus de boîte, t'es plus appelé, ça c'est un peu, selon moi, une mort sociale, quoi. Ouais, parce que Donc, je t'ai en fait, entendu je pense dire que que toi, s'il y a un truc qui t'animait, c'est l'adrénaline. Et Ah ouais, en fait, l'adrénaline, puis les rencontres. Ouais, quand Si t'es je suis chef née aujourd'hui, d'entreprise, voilà, bien sûr. tu vois, quand t'es chef d'entreprise, en fait, ton téléphone il sonne, Ouais, tu gères des problèmes, bien ta vie sûr. c'est de gérer des problèmes. Ouais. Mm. Euh, Alors après, il y a plein de gens qui t'expliqueront que tu peux exister dans d'autres passions, etc., ce qui est très vrai. Mais je pense que nous deux, notre passion, c'est l'entrepreneuriat. ouais. Enfin, moi, j'ai du faut mal pas à que ça faire. s'arrête. Tu sais, je me dis toujours, moi, je suis fasciné par ces gens-là. Ouais. Pour de vrai, moi, je suis fasciné par les gens qui disent qu'ils ont plein d'autres passions et qu'ils arrivent à faire plein de trucs autour de ça. Ouais. Moi, soit je suis super nul. Non, mais nous, on est complètement addict à l'adrénaline. Ouais, je pense. On a un problème d'addiction Ouais, grave. ouais, complètement. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Parce que tu vois, moi, je viens d'une famille de profs. Je peux témoigner, hein, puis je pense que c'est pire aujourd'hui. Hein. Tu vois, tu rentres à 16h chez toi, tu travailles 2 jours sur 3, tu me fais engueuler. Hein. Bon, voilà, si t'as des enfants, bah tant mieux, t'as le temps pour t'en occuper, tu vas les emmener à la piscine, au machin, au truc. Moi, je respecte aussi, tu vois. Mais nous, notre problème, c'est il va falloir qu'on soigne notre addiction le jour où ça va s'arrêter. Ouais, je voulais te parler de Tu ça. Tu sais que Dominique Vidal, qui était partenaire chez Index, il me disait que il avait rencontré beaucoup de cas d'entrepreneurs sur des énormes structures qui, quand ça s'est arrêté du jour au lendemain, avaient développé un cancer. Hein. Ouais, Tu sais que ça m'est toujours resté en tête. Juste incroyable. une phrase qu'il m'a dit un jour comme ça dans un café. Je me suis dit, merde, faut super bien gérer la descente, quoi. Ah ouais, carrément, ouais. Non, mais nous, quand ça s'arrête, c'est-à-dire qu'en fait, on est en shoot permanent, quoi. Que ton corps, en fait, il décompense tout ce stress. Et parce qu'en fait, c'est comme, tu sais, je vais te raconter une autre histoire. Quand j'étais chez Eurosport, donc j'ai rencontré des sportifs de haut niveau, et en particulier, je sais pas s'il était venu dans les bureaux d'Eurosport, mais bon, c'était un Anglais qui avait été champion olympique et champion du monde de multiples fois d'aviron, en fait. Et ce qu'il expliquait, c'est que il s'était tellement entraîné, bon, encore une fois, multiple médaillé, je te dis, peut-être 4 ou 5 fois champion olympique, parce qu'il avait fait sa carrière sur 30 ans, un truc de dingue, quoi. Et en fait, il expliquait qu'il ne pouvait pas s'arrêter du jour au lendemain, parce qu'autrement, il ferait une crise cardiaque. Incroyable. C'est-à-dire que son muscle cardiaque était tellement entraîné comme ça, mais depuis 30 ans, quoi, tu vois, depuis qu'il avait 12 ans, il s'était entraîné, peut-être ses premiers Jeux Olympiques à 18 ans, quelque chose comme ça. Et donc, il disait qu'il avait programmé une descente sur 2 ou 3 ans pour reformater son corps au fait qu'il n'aurait plus d'activité de sportif de haut niveau. Et ben, nous, je pense que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on a été obligé de tellement travailler pour arriver là où on en est, qu'en fait, on a entraîné notre corps comme un sportif de haut niveau. D'ailleurs, il y avait un super beau reportage là-dessus sur aussi les entraînements de Teddy Riner sur Canal. Et Teddy Riner explique aussi que son corps est complètement déformé par l'entraînement, par les chocs qu'il a reçus, par la puissance des autres corps que son corps a dû combattre, etc. Que en fait son corps est complètement habitué à ça, mais il le dit, quand il s'arrête, t'as vu, tout d'un coup il prend 20 kilos, ce qui est normal, quoi. Bah, je pense que nous alors là pour le coup, je dis ça en tout truc naturel, mais j'ai toujours pensé qu'on était des sportifs de haut niveau. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein. Je me suis toujours dit, Steph, il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, parce que il faut que tu aies de l'énergie, il faut que tu fasses attention à ton sommeil. Donc quand moi j'ai perdu le sommeil avec Kappa, hein. Donc j'ai trouvé des petites astuces pour essayer de dormir, en particulier. Ça fait marrer tout le monde, mais je prends une lichette de Toplexil le soir pour m'endormir, autrement je peux pas dormir. Oui, mais tu vois, parce que je me suis dit, si je peux pas dormir, moi si je dors pas pendant 2 jours, je deviens exécrable. Donc pour les collaborateurs, les clients, etc. T'as réussi à améliorer ça, parce que moi je vois. Je prends des trucs, hein. Ah ouais. Et donc je suis persuadée que un arrêt d'activité, quand tu vends ta boîte, et si jamais derrière, par exemple, parce que derrière tu peux faire plein d'autres choses, tu peux être consultant, tu peux être VC, tu peux tu peux travailler dans un cowork, quoi, tu vois, t'as des milliards de trucs que tu peux faire en étant entrepreneur, tu peux monter un hôtel, mais nous on a un shoot d'adrénaline quand même qui est tellement élevé. Que je pense que même si tu t'achètes un hôtel et que tu gères des chambres d'hôtel ou que tu es juste gérant d'un hôtel, tu te fais chier, quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'as pas assez de problèmes.
Mais tu sais que Donc, moi, il quand faut je m'arrête, descendre quand je petit prends à petit. quelques jours de vacances, etc., en fait, soit je me fais mal au dos, je me Ouais. bloque. Enfin, c'est incroyable. Comme quoi, Olivier, tu vois. mon cofondateur. Non, À mais chaque c'est fois qu'il fait un incroyable. truc. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. quand je relâche la pression, et sur le sommeil, c'est un vrai sujet. Moi, c'est un vrai sujet, le sommeil. Déjà, je travaille beaucoup, donc je dors pas beaucoup. Et je me rends bien compte que sur la durée, c'est quand même très, très compliqué. Ouais, je me bien réveille sûr. beaucoup pendant la nuit, Ah etc. Et effectivement, ça, c'est des sujets. Et je trouve que c'est vachement intéressant, en tout cas, d'avoir ton sentiment par rapport à ça. En tout cas, de Alors, comprendre comment. je respecte aussi, tu vois, les peurs d'un salarié, parce qu'un salarié, même si tu te dis qu'il n'a pas exactement la même charge mentale qu'un chef d'entreprise, tu vois, il a aussi sa charge mentale à lui, tu vois, de se dire, est-ce que je vais atteindre mes performances pour pas me faire virer? Est-ce que la boîte va assez bien pour que je sois pas licenciée? Tu vois, t'as aussi, donc, il faut moi, je trouve que une responsabilité aussi du chef d'entreprise, c'est de dire les choses et d'essayer dans la mesure du possible, bon, et dans un environnement normal, mais d'apporter un peu de bienveillance quand c'est possible. Bon, voilà. Toi, je l'ai vu quand je suis arrivée chez toi, petit café, il y avait déjà les petits croissants, la cuisine est jolie. Et puis bon, toi, et puis après, il y a des entreprises où c'est plus facile à faire parce que toi, tu leur proposes une aventure quand même. Ouais, moi, c'est les trois sujets que je leur propose. En tout cas, dans les trois sujets, il y a cette espèce d'aventure qu'on va vivre ensemble qui est assez incroyable. Et effectivement, je comprends ce que tu dis sur cette logique de livre ouvert, en fait. Hein. Ouais. Et tu vois, nous, on essaie de partager comme ça des grands métriques. Et là, je regardais ce matin, en fait, on a dépensé en 6 mois 7 millions d'euros de salaire. Donc, on a versé 7 millions d'euros de salaire. Et c'est plus de 20% par rapport à l'année précédente. Ouais. Et donc, je trouve que c'est des choses qu'il faut partager en fait avec ses salariés. Moi, je suis très à l'aise pour dire quand ça marche pas. En fait, aujourd'hui, la richesse, on la crée ensemble. Par contre, le poids du sac à dos, il n'est pas le même entre un salarié et moi, ce que je porte en fait tous les jours et la responsabilité que j'ai, etc. Et je suis très OK avec ça en fait. Hein. J'ai aucun problème. Moi, je trouve qu'un truc déjà, tu vois, un salarié. Alors, en plus, il y a de la com un peu là-dessus, même si l'herbe, elle est jamais plus verte ailleurs. Hein. C'est juste. Moi, tu vois, j'avais des collaborateurs chez Kappa, pas aujourd'hui, parce que là, tu vois, on commence, on se connaît bien, on est un peu la famille du début d'une aventure, tu vois. Mais chez Kappa en particulier, j'avais des jeunes collaborateurs, au bout d'un an ou un an et demi, ils me disaient, ouais, je m'ennuie, c'est machin, ça va pas. J'ai dit, mais pars. T'as besoin de vivre autre chose ailleurs. En revanche, la porte, elle t'est grande ouverte. C'est-à-dire, si tu veux revenir dans 2 mois, si tu veux revenir dans 6 mois, si tu veux revenir dans 3 ans, il y a zéro problème. Mais là, t'es tellement dans un esprit à tout critiquer que, en fait, c'est normal, t'as rien vécu d'autre ailleurs. Tu vois, c'est un peu comme les Français. Ouais, je comprends vraiment ce que tu veux dire par rapport à ça. Les Français, tu leur dis, va faire un peu un tour, même un peu juste dans la banlieue de Marrakech, va faire un tour, machin. Tu vas voir, c'est bien. La France, c'est bien. Je comprends exactement ce que tu veux dire. Donc, pour les deux sujets. C'est pour ça que moi, par exemple, sur ce sujet, je suis vraiment, va faire ton expérience. Et même si dans 2 semaines, tu veux revenir, ne t'inquiète pas, t'as ma parole, tu pourras revenir. Je disais peut-être pas ça à tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire. Mais parce qu'il y a un moment où c'est important aussi de se faire son référentiel. Voilà. Donc, la vie d'entrepreneur, bon, voilà, nous, on est shooté à ça. Un jour, il faudra préparer la descente. Hein. Ah ouais, carrément. Et tu sais, ça me donne une idée de business. Je vais faire un truc, tu sais, c'est comme les alcooliques anonymes. Parce que c'est jamais ce qu'on a un super business. Ouais, non. On va faire les entrepreneurs anonymes. Ah ouais. C'est-à-dire comment gérer, tu vois, la baisse de ton addiction petit à petit. Ah, ce serait pas mal, on se marrerait là. C'est une bonne idée. Tu sais que ouais. Dans tous les entrepreneurs que je rencontre, en fait, ils me disent tous la même chose, c'est qu'en fait, le fait de rejoindre une aventure où en fait on a plusieurs entrepreneurs, c'est ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est une question qu'il faut que je te pose absolument avec Kappa. Pourquoi t'as pas continué? Pourquoi t'es pas resté? Donc, il faut que tu me répondes à ça. Et en fait, les dirigeants aujourd'hui que je rencontre, un des sujets qui est à peu près toujours le même, c'est en fait, je suis tout seul, quoi. Je suis tout seul pour gérer mes problèmes. Et le fait que nous, on ait des dirigeants qui nous accompagnent et qui intègrent le groupe, c'est aussi un moyen de ne pas être tout seul. Et forcément, dans le groupe, il y a forcément d'autres dirigeants qui ont connu les problèmes que tu as eu. C'est obligatoire. Et donc ça, c'est une richesse qui est complètement incroyable. Et puis le deuxième sujet qui me disent aussi beaucoup, c'est-à-dire que moi, je termine ma journée, j'ai sorti un gros contrat, je suis dans ma voiture, qui j'appelle pour en fait fêter ça. Ouais. En vrai, ma femme, mes copains, ils vivent pas ce que je vis. Ils sont pas cette logique-là de comprendre à quel point je suis heureux d'avoir gagné cette affaire, etc. Mais par contre, quand il m'appelle moi, je sais ce que ça fait. Et donc, je suis aussi hyper heureux pour lui. Donc, en fait, c'est les deux sujets. C'est être là dans les moments où c'est dur
et de fêter les victoires ensemble et d'en fêter le plus possible. Ça, c'est cool. Ouais. Et du coup, la question, je me suis dit, mais pourquoi Stéphanie, elle n'est pas restée en fait chez Kappa? Parce que ça pourrait être un projet incroyable. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es avec le leader mondial. Il y a peut-être plein de trucs à apprendre parce qu'ils doivent exécuter des trucs. Quand on devient leader mondial, la plupart du temps, on n'y est pas par hasard. C'est que forcément, il y a des choses qu'on sait bien faire. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais il faut absolument que je te la pose. Pourquoi tu n'es pas resté? Alors d'abord, pour être de façon très humble, je pense qu'il ne voulait pas forcément que je reste. Okay. Et je le comprends. Je le comprends parce que quand tout d'un coup, tu es acheté par le leader mondial, il y a une organisation qui est en place, des process qui sont en place. Eux, ça devient leur société. Et alors moi, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, très fière de ça. Et donc, il faut que l'alchimie, elle prenne. Et je suis pas sûre que j'aurais été la bonne personne pour ça. Donc, c'était pas le projet du départ. Donc, tu n'avais pas d'earn-out. Si, j'avais un très gros earn-out. Tu avais un très gros earn-out. Parce que moi, j'ai regardé un peu les chiffres et effectivement, en termes de. Et je me suis très dit, gros earn-out. Et qui s'est arrêté depuis? Plus un tiers sur les 100 millions. Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas arrêté. Ah ouais, donc tu t'es remis quand même, ok. Donc tu t'es remis un peu skin in the game en disant, en fait, je fais l'opération. Ah ouais, bien sûr. En fait, on a fait l'opération en septembre 2021 et en mars 2021, j'ai gagné le plus gros client que j'avais jamais gagné chez Kappa. Ok. Donc j'étais trop fière de ça, trop heureuse. Ouais. Voilà, donc j'ai continué à travailler comme un chien, mais je pense que voilà, quand un grand groupe achète une entreprise, après ça dépend vraiment du contexte. Tu vois, par exemple, tu as peut-être besoin de garder l'entrepreneur parce que tu as besoin qu'il t'aide à fusionner certaines choses. Nous, ça a duré 9 mois, ouais, quasiment 9 mois. 9 mois, c'est à la fois court et très long. Ouais. Mais aussi peut-être que tu as d'autres personnes où tu veux fusionner, où tu veux, tu vois, complètement fusionner. Donc, en fait, ça dépend vraiment du contexte, de la boîte qui te rachète, de la position de ta boîte à toi, etc. Donc, moi, à partir du moment où il y a un acheteur, c'est sa boîte et c'est lui qui décide. Ouais, je comprends. J'ai aucun problème par rapport à ça. Ouais, ok. Et sur cette histoire j'étais tellement fière de l'histoire que j'ai été complètement prête dans ma tête à accepter. Voilà, c'est normal. T'as un gars qui achète. C'est comme quand t'as un gars qui investit, bah ouais, tu lui rends des comptes, quoi. Ouais. T'es pas tout seul dans ta life. Bah là, t'as un gars t'as une entreprise qui t'achète. Oui, bah c'est eux les patrons, quoi. C'est eux qui prennent les décisions, qui décident comment ils veulent faire. Au début, bien évidemment, il y a eu pas mal de temps, tu vois, d'échanges pour voir, voilà. Et après, ils prennent leurs décisions. Ça a duré combien de temps, ce temps d'échange entre le moment où en fait, toi, tu dis que le marché était en train de se transformer. Ouais. Donc une logique de consolidation en tout cas pour qu'ils accélèrent leur digitalisation, c'est ça, dans ce métier. Et du coup, en fait, combien de temps ça prend entre le moment où tu dis, moi, il va falloir peut-être que j'agisse. C'est plus facile d'être le premier que d'être le suivant, ça c'est vrai. Donc là, tu parles pour Adecco? Je parle pour Adecco avec Kappa. Alors en fait, ça prend combien de temps entre le moment où vous vous dites, où toi tu te dis, ok, je vais me lancer dans un projet peut-être de cession. Ah, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je te termine juste ma question. Et du moment où en fait tu signes le protocole, combien de temps il y a? Moi, ça m'intéresse parce que juste pour donner ma façon de fonctionner, en fait, on dit moins 270 jours plus 365 à la fin d'intégration de la boîte qu'on a intégrée dans le groupe. Donc tu vois, c'est très très long quasiment. C'est quasiment 1 an et demi, voire 2 ans en fait d'échange jusqu'à une intégration qui fonctionne, qui roule, etc. Ce qui est le cas avec les 9 mois avec lesquels tu as passé. Donc moi, je rajoute plus 9 mois après le protocole, c'est ça ce que tu as dit? Alors, avant ce qui s'est passé, en fait, nous, on n'était pas du tout dans un projet de cession. Okay. On gagnait plein d'appels d'offres de grands groupes, ça se passait bien. Les process qu'on avait mis en place pour scaler très vite marchaient bien. Il y avait une bonne équipe, la techno marchait super bien. Donc, on avait des ratios de chiffre d'affaires par collaborateur qui était incroyable. Tu sais me les partager, ça? Tu sais dire combien aujourd'hui Je me souviens plus très bien. Ouais, mais tu vois, on était 45 personnes pour faire 70 millions. Ok. Donc, on était sur un run rate qui montait tous les jours, quoi. Et donc, c'était rien, quoi. Ok. Et par rapport à tes intérimaires, aujourd'hui, en fait, tu avais aussi... tu as forcément besoin qu'il y en a beaucoup qui s'inscrivent chez toi. Ouais. Et comment tu faisais ça? Parce que en fait, on avait une machine qui lisait automatiquement les CV. Ok. Donc, elle était capable, notre techno était capable de lire un CV, de comprendre les compétences
techniques, professionnelles, et de leur proposer de façon automatique les offres d'emploi qui leur correspondaient. Mais en fait, tu étais déjà dans l'IA, en fait. Ah oui, bien sûr. Ah ouais. Alors, on n'était pas dans l'IA générative, Ouais. puisqu'elle est sortie en novembre 2022, mais on était déjà dans l'IA. On faisait des algorithmes de matching, de machine learning, etc. Donc, on avait automatisé énormément du travail manuel d'une agence d'intérim classique. Ouais. Ce qui explique ce niveau Ouais. de résultat aussi par collaborateur. Exactement, Ouais, exactement, bien sûr, ok. pas de secret. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'était pas du tout on n'avait pas prévu de vendre. Et d'ailleurs, Philippe Colombel de Partech dit: une boîte, ça ne se vend pas, ça s'achète. Hein, donc, il faut que tu aies des gens en face qui ont envie de t'acheter. Ouais, complètement. Ouais. Donc voilà. Et puis un jour. Mais tu avais une clause de rendez-vous avec ton fonds? Si tu m'as dit que tu avais levé, on n'en avait jamais tu avais parlé. une clause de rendez-vous en disant un jour on parlé. sortira. Non. Ah oui, ça c'est bosser. l'histoire. Dès Ouais, mais c'était écrit la date ou pas? Pas du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Non, pas du tout. Il y avait rien de tout ça. Ok. Et un jour, j'ai pas mal de fonds américains qui m'appellent, mais tu vois, de façon assez concomitante. Tiens, c'est bizarre. Et j'ai pas mal de banquiers d'affaires qui m'appellent. Et là, quand j'ai les banquiers d'affaires qui m'ont appelé, disant: tiens, vous en êtes tout, machin, je me suis dit, il y a un truc qui se passe. Donc j'ai un peu fouiné, c'est d'où l'importance d'avoir du réseau, des investisseurs, etc. Et là, je découvre qu'un de nos concurrents, qui avait levé beaucoup d'argent et qui avait emprunté beaucoup d'argent à l'État, d'ailleurs, ils nous ont fait perdre quasiment 60 millions de notre argent, des Français et des Françaises. J'ai l'impression que tu dis ça avec un peu. Ouais, avec beaucoup de haine. Parce qu'ils nous copiaient, ils essaient de nous voler des clients, ils parlaient mal de nous, etc. C'est des pratiques commerciales qui sont. Oui, mais tu sais, il y en a peu quand même qui font ça. Dans les startups, tu as vu, on est une belle communauté, on se serre les coudes. Si un jour tu as besoin de quelque chose, tu m'appelleras et moi je t'appellerai, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et donc, je découvre qu'ils sont en train d'essayer de se faire racheter. Donc, eux ont pris un banquier d'affaires qui est en train de faire le tour des popotes. Okay. Bon. Donc là, je me dis, s'il y en a un qui est racheté sur notre secteur, il y en aura un et pas deux. Voilà. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, et en fait, pareil, là, on commence à avoir des calls entrants d'acteurs d'acteurs majeurs dans notre industrie. Pas tout de suite à Adecco, d'ailleurs, d'autres qui nous appellent en disant: écoutez, le marché remue, nous aussi, on cherche à voir qui on va racheter pour digitaliser notre groupe, et on commence à rentrer en discussion. Voilà. Et là, dans les discussions, ça se passe bien. On a assez vite une lettre d'intention, c'est-à-dire un acteur qui nous envoie une lettre d'intention disant j'aimerais bien vous racheter à tel prix. D'abord avec une due diligence un peu light ou pas du tout? Oui, un peu light. Okay. Ouais. Et à ce moment-là, on prévient les autres acteurs qu'on a une lettre d'intention et ça s'accélère avec Adecco. Juste là, pour expliquer deux choses qu'on a parlé tout à l'heure d'earn-out. Un earn-out, juste pour expliquer un petit peu ce que c'est quelque chose qui vient s'ajouter à ton prix de vente, voilà, en lien avec les performances que l'entreprise va faire dans l'avenir. Exactement. La LOI, c'est un peu, si on devait le comparer à l'immobilier, c'est une intention d'achat. Voilà. C'est qu'on a visité et avant de signer le compromis, voilà, on se dit, en fait, on va signer quelque chose pour dire qu'on est intéressé par le bien. Voilà. Et enfin, ce que tu disais là après, la due diligence, c'est qu'effectivement, on vient regarder dans le moteur comment ça fonctionne, etc., dans le détail. Voilà. C'est juste un peu donc, pour expliquer. Conseil, toujours faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est un super conseil. Ouais. Moi qui fais beaucoup de due diligence et qui vont regarder, en fait, j'ai un conseil à donner à tous les dirigeants qui vont être dans une logique de cession. Dites la vérité. Voilà. Parce que dans tous les cas, on va le voir à un moment. Voilà. Et donc, en fait, s'il y a des choses qui sont des problèmes, on en parle, et c'est pas grave. En fait, c'est la vie des entreprises. Bien sûr, toutes les entreprises n'ont que des problèmes. Exactement. Ça sert à rien d'habiller la mariée parce qu'à un moment, en fait, on va être marié pour de vrai. Et donc, du coup, on va quand même se rendre compte à un moment que ça marche pas. Et donc, en fait, ça va que créer des difficultés complémentaires. Exactement. Moi, je crois qu'effectivement, sur ce genre d'opération, il faut être le plus transparent possible pour que ça marche. Ouais. Exactement. Et donc là, Adecco dit on est intéressé, vous êtes en top de notre liste, on commence les due deals. Donc là, 3 grosses due deals: finance, RH et tech. Okay. Et eux, surtout, ils achetaient la tech. La due deal tech se passe de façon extraordinaire. Okay. Ils se rendent compte de la puissance de la machine et après... je te coupe 2 secondes. C'est-à-dire, ils achètent la tech. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, toi, c'est aujourd'hui ton facteur clé de succès différenciant. Ouais, c'est la tech. Chez Kappa, c'est la tech. Ouais, la tech. Très intéressant. Et un alignement des étoiles aussi. C'est-à-dire que on est en 2021.
Donc tout ce que je t'ai raconté, c'est à peu près mars, avril, mai. Juin, on fait les due deals. Mais en fait, Adecco sort du Covid, comme toutes les grosses majors, et ont beaucoup souffert du Covid, parce que quasiment rien n'était digitalisé chez tout à eux. fait, ouais, complètement. Alors que nous, on était full digital. Ouais. Donc en fait, on a pu récupérer pas mal de leurs clients, quoi, pas mal. Attention, hein, on compare une boîte qui Ouais. fait un peu moins de 100 millions avec des boîtes qui font 5 milliards rien qu'en France. Hein. Donc c'est des boîtes extraordinaires. Mais voilà. Et donc les due deals ont lieu en juin. Il va y avoir beaucoup d'échanges pendant l'été. On va travailler quasiment tous les jours. Donc des échanges entre Adecco Kappa, entre les avocats d'Adecco, les avocats de Kappa, entre... Toi, t'avais jamais fait ça? C'est-à-dire vendre ta boîte? Non. Donc en fait, tu redécouvres quelque chose d'assez nouveau par rapport à ça. Oui. Comment tu vis cette période? Comment tu l'expliques à tes équipes? Comment ça marche? Alors non, je le dis pas aux équipes parce qu'en fait j'avais vécu un moment qui s'était pas terminé de la même façon chez Kite, la boîte avant à Hambourg où j'étais DG. Ouais, où t'étais parti. Ouais, et on en avait parlé aux équipes parce qu'à un moment Google était intéressé, il y avait eu pas mal de rendez-vous et en fait ça s'était pas fait. Ouais, donc grosse déception. Des équipes. Donc là, on avait dit on n'en parle pas aux équipes. Et comment tu fais pour la due deal RH si t'en parles pas aux équipes? Non mais là quand on arrive en due deal, là, on sait il y a eu déjà tellement d'échanges avant que, à part s'il tombe sur un énorme loup, or nous, tout était clean, il y avait un seul % de chance que ça ne se fasse pas, quoi. Ça, c'est important de le dire parce que, en fait, moi, je fais que des propositions qu'on accepte. Je dis souvent ça. Pourquoi? Parce que j'essaye de gagner du temps. Et en fait, si on est aligné bien au départ, en fait, à la fin, ça se passe tout seul. Bien sûr. On a peu de difficultés. En fait, les due deals, elles sont là souvent pour confirmer, en fait, ce qu'on s'est dit auparavant, en fait, et pas pour aller chercher des éléments nouveaux. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est que si on veut que ça aille vite, que ça se passe bien, etc., il faut que d'entrée de jeu, en fait, il y ait une forme de transparence. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Premier conseil, ne pas en parler aux équipes tout de suite. Parce que si ça se fait pas, et en particulier dans les temps compliqués aujourd'hui, ça peut être très déstabilisant. Ouais, je comprends. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles t'ont dit, les équipes, quand elles l'ont su? Elles t'ont dit, en fait, on va plus, en fait, Kappa aujourd'hui, c'était personnifié par toi, puisque d'ailleurs, moi j'ai vu que tu avais tes premiers plateaux télé, etc. Enfin, je sais pas si c'était les premiers, mais en tout cas, tu avais eu beaucoup de plateaux télé. Je crois qu'ils se sont dit, oh là là, tant mieux, elle va partir. Elle nous saoule trop. Elle est trop sur notre dos. Si on revient sur les 3 conseils, première chose, ne pas en parler aux équipes trop tôt. En revanche, bien sûr, quand ils voient les gens arriver dans les bureaux, tu vois, tout se voit. Donc à un moment, il faut quand même aborder le sujet, mais de façon en disant, nous on n'a rien demandé. Il y a peut-être des choses qui vont se passer, on n'en sait rien, mais par correction, par politesse, on échange et c'est normal d'échanger avec d'autres acteurs de son marché. Voilà. Deuxièmement, on n'a pas déstabilisé l'entreprise. Donc moi, j'avais un co-CEO, Laurent Delaporte. Donc ce qu'on a décidé, c'est que lui se concentrait sur la vente et que moi, je me concentrais sur la boîte et le business, sur les opérations. Parce qu'en même temps que tu vends, il faut pas que le chiffre d'affaires s'écroule, il faut pas que tu perdes ton plus gros client, il faut pas. Donc tu vois, il faut que la boîte elle continue de performer, quoi. Ça c'est un conseil majeur en fait. Dans nos opérations, on essaie d'aller le plus vite possible parce qu'en fait, si on défocus les dirigeants en fait de leur business, en fait, on les met en difficulté. Et en fait, notre objectif, c'est de créer de la richesse si on se rapproche et pas effectivement de venir mettre en difficulté l'entreprise. Et ça, c'est, je pense qu'il faut le rappeler. Si vous êtes dans des process qui sont trop longs et trop fastidieux, en fait, il faut mettre des dates jalons et en fait forcer en fait le délai parce que plus de temps on passe à ça et plus on se défocus de son business et ça a des risques importants parce qu'après derrière si le deal se fait pas en fait on a baissé notre business, on a perdu nos clients, il va falloir repartir au combat, c'est compliqué. Et troisième conseil, prendre alors pour le coup nous on avait pris 2 avocats. On avait pris un avocat spécialisé dans le M&A, Samira Frugeri du cabinet Orsay, et on avait pris un avocat spécialisé en business, qui était notre avocat chez Kappa, mais qui a l'habitude de faire du pénal. Et en fait, l'avantage de le M&A, tu vois, je caricature un peu, mais il a l'habitude d'avoir des moquettes très épaisses, de faire les choses Je suis assez d'accord avec toi. Voilà. Et le fait d'avoir mixé avec un avocat business, en fait, lui, c'est le côté quand ça se tend, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse bien tendre la situation,
mais sans Donc, claquer. Donc 2 avocats, mais extrêmement complémentaires. Good cops, bad cops. Exactement. Ok. Donc un qui faisait que le deal, il fallait qu'il aboutisse à un moment, Ouais. et l'autre qui fallait que le deal aboutisse, mais que les 2 parties soient protégées en cas de litige. Ouais, je comprends. Donc avec vraiment une vue litige, pénal, bataille. Ok. Parce qu'à un moment, tu peux en avoir besoin. Ouais, je comprends ce que tu dis. Pourquoi tu as choisi Adecco? J'ai 2 questions avec ça. Ouais. 1, pourquoi tu as choisi Adecco? Ouais. Et 2, quand tu pars et tu sais que tu restes pas. Ah non, je savais pas que je resterais pas. Ah, tu savais pas que tu resterais pas. D'accord. Ah ok. non, c'était pas l'idée. Alors l'idée, c'était comme dans toute session que je reste 2 ou 3 ans avec les Ok. objectifs d'earn-out. Mais après, ça s'est accéléré pour des raisons diverses et variées. Mais pour moi. Et c'est quoi les raisons, si on peut les creuser juste 2 secondes là-dessus? Moi, ça m'intéresse vachement. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'en fait ça matche pas avec toi, ton projet, ou avec Adecco, etc., et qu'en fait tu vas pas au bout des 3 ans? Alors c'est pas que je vais pas au bout des 3 ans, c'est qu'il y avait une clause dans le contrat qui faisait que s'il se passait un truc, et ça c'est confidentiel, je peux pas en parler, ils nous payaient l'earn-out et je partais. Et je partais Ok. avec Laurent Delaporte et mon cofondateur. Voilà. Ok, d'accord. Voilà. Donc quand tu touches l'earn-out et qu'ils décident de te payer l'earn-out, bon bah c'est normal. Encore une fois, tu vois, c'est des étapes normales. Ouais, tout à fait. Donc tu avais une espèce de clause de bad liver. Je sais pas comment t'expliquer, c'est. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait. Ah non, c'était pas du bad liver du Ok, tout. Hein, d'accord. pas du tout. Mais oui, bien sûr, t'as des Ouais, clauses ok. de bad liver, mais c'était pas du tout pour ça que ça s'arrêtait. Mais c'est comme quand t'as le bac et tu dis non, j'ai le bac, mais je veux rester en terminale. Bah non, t'as le bac, tu te casses quoi. Tu vas. Ouais, j'entends ce que tu dis, mais t'es quelqu'un en fait de projet, de choses qui te passionnent. Enfin, en tout cas, moi, dans ton parcours, j'ai vu ça, c'est incroyable. D'ailleurs, à chaque endroit où t'es passé, je sais pas ce que disent tes équipes de toi. D'ailleurs, un truc qu'on n'a pas fait, c'est comment t'aimerais qu'on te présente, comme ça, on le fait juste à ce moment-là, et je reviens sur la question. Comment t'aimerais qu'on me présente, Stéphanie? Comment j'aimerais qu'on me présente, c'est une question difficile, mais j'ai envie de dire sérieux l'entrepreneur qui vient de la cité, qui a vendu sa boîte au leader mondial, parce que ça prouve quand même qu'il y a une histoire qui s'est vraiment bien terminée, tu vois, parce que voilà. Et donc je peux en parler. Et qui passionné par l'entrepreneuriat et qui relance une boîte parce que c'est la révolution de l'intelligence artificielle avec l'intelligence artificielle générative et qu'on va pouvoir changer le monde. Et donc en fait, moi c'est ce que je dis. J'ai eu la chance dans ma vie de vivre déjà 2 révolutions. Ouais, incroyable. Donc j'ai vécu la révolution d'Internet, fin des années 90, début des années 2000. Et là, je vis la révolution de l'IA générative qui va changer tous les secteurs, tous les métiers. Et donc, de vivre 2 expériences comme ça dans ma vie, c'est juste un truc de dingue. Tu vois, c'est comme un peu un navigateur qui a la chance de faire le tour du monde et la course du Rhum, quoi. Tu vois, quand t'as la chance de vivre ça, t'es passionné de voile et t'as la chance de vivre ça, c'est quand même moi, j'ai l'impression de vivre une vie quand même assez unique. Pas facile, le prix à payer est cher, mais je vis une vie assez unique. Ouais, ok. Moi, je trouve que c'est une super présentation quand même. Hein. C'est-à-dire d'être aux endroits en fait où en fait ça compte. C'est ça que tu veux dire. Ouais, voilà. Ouais. Et voilà. Ok. Est-ce qu'on peut dire aussi, si on devait te présenter, en tout cas, que tu crois à la force du travail et au progrès? Ah ouais, bien sûr. Moi, j'ai 3 valeurs. Tiens, d'ailleurs, petit message à tous les Français et toutes les Françaises là, hein, parce que il y en a marre un peu du bordel. C'est 1, le travail. Ça tombe pas tout seul. Alors après, on peut changer la société. Et moi, je suis entièrement à disposition pour discuter de ces sujets-là. Mais si tu dois changer la société, il faut tout changer. Tu vois, tu peux pas changer juste un petit truc, machin, faut tout changer. Parce que pour le moment, on est sur un équilibre qui est pas trop mal. Mais dès qu'on va enlever un truc dans l'équilibre, ça va faire tanguer le bateau. Donc, c'est des périodes pas faciles. Deuxièmement, je crois beaucoup au courage. C'est-à-dire le courage de dire les choses, le courage de prendre ses responsabilités, le courage d'entreprendre, parce que c'est facile de critiquer, mais faire les choses, là, il y a beaucoup moins de monde. Hein. C'est Barack Obama qui dit ça dans une de ses vidéos. Il dit, moi je veux, quoi, en plus au poste qu'il a eu, mais il dit, moi je veux pas avoir des gens qui m'apportent des problèmes, quoi.
Moi, je veux des gens qui m'apportent des problèmes et des solutions. Et après, on discute des solutions, voilà. Mais moi, les râleurs toute la journée, moi, je suis une éternelle optimiste. Okay. J'ai des petits moments de down, mais en général, ça dure très peu ouais. de temps. Mais je suis très optimiste, voilà. Et puis, le troisième point, l'audace, parce que l'audace, ça donne du piment, ça change le monde, ça, voilà. Donc moi, c'est un peu mes 3 mots en ce moment: le travail, le courage et l'audace. Ok. Et sur le travail, tu me parlais tout à l'heure de ton parcours, etc. On a l'impression, je disais, en fait, il y a plein d'injonctions où en fait, il faudrait qu'on soit super bon dans tout ce qu'on fait, etc. Et il y a une notion de sacrifice. Tu parlais pendant 10 ans, en fait, tu as bossé comme une dingue. Moi, on me pose souvent la question. J'ai 2 enfants. Moi, je les ai pas vus grandir. Aujourd'hui, ils sont grands. Mais par contre, ce que j'ai assuré pour eux, en tout cas, c'est un truc qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en fait, ils vont pouvoir faire des études, ils vont pouvoir vivre des projets et des rêves que moi, j'avais pas la possibilité de pouvoir faire. Et en fait, je pouvais pas faire les deux, en vrai. Donc, je peux sans arrêt me flageller en disant, en fait, j'ai pas passé assez de temps avec eux, j'ai fait beaucoup de travail, j'ai beaucoup travaillé. Parce que moi, je suis à Paris la semaine et je suis en week-end dans le sud de la France. En fait, ma famille vit pas avec moi où ça au quotidien, à Sète, à côté de Montpellier. C'est vrai, tu m'as dit. Et en fait, c'est sympa, Sète. Je suis pas avec eux au quotidien. Mais par contre, effectivement, moi, j'ai travaillé pour assurer aussi une partie de leur avenir. Et en fait, je suis très fier de ça. Et j'ai du mal, en fait, à me dire que j'aurais pu faire autrement. Moi, je pouvais pas faire autrement. Ouais. Oui, mais c'est bien que tu le dises et c'est bien que tu l'analyses comme ça, quoi. Mais on est obligé de faire des sacrifices, en fait. Moi, c'est pas un choix, c'est une obligation, en fait. Ouais. On passe d'une petite entreprise, nous, qui faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui au leader français. Quand on veut arriver à faire ça, en fait, moi, la seule chose que j'ai, et comme tout le monde, c'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais sur tes valeurs, c'est de travailler. Et en fait, je me suis dit, si je travaille 2 fois plus que les autres, je vais essayer d'aller 2 fois plus vite. Et pour le coup, en fait, s'il y a rien, il y a pas de formule magique, il y a pas un truc spécial, etc. C'est juste que j'essaie de faire entrer 2 journées en une, en me disant, si je suis pas chez moi, bah, j'ai personne qui m'attend pour faire à manger, j'ai personne qui m'attend pour aller faire des courses, etc. Donc, en fait, j'ai 24 heures, et ces 24 heures, comment je fais pour les optimiser le mieux possible? Mais en fait, je sais que j'aurais pas pu faire les deux, c'est pas possible, en fait. Tu vois. Et je pense que ça, c'est important de le rappeler, c'est qu'en fait, la réussite, elle passe par aussi une forme de sacrifice importante, non? Alors, oui, je pense comme toi. Là où je me suis un peu, tu vois, un peu peut-être arrondie, c'est que je pense que d'abord, les gens n'ont pas tous les mêmes modèles de réussite en tête, tu vois. Moi, si tu veux, il me fallait de l'argent pour aider ma mère et pour m'aider moi. Donc voilà. Mais il y a des gens, et bon voilà. Et donc là, et puis j'ai cette passion de l'entrepreneuriat qui fait que c'est quand même beaucoup plus cool, même si c'est très très dur quand ça réussit. Donc tu vois, donc on a essayé de trouver les solutions pour y arriver et faire ça. Après, moi, j'ai rencontré des gens dans ma carrière où, si tu veux, eux, leur modèle, c'est de gagner le minimum pour, tu vois, vivre, partir un peu en vacances au camping, même si le camping, c'est super cher. Ouais, carrément. Tu vois, et de se dire, mais tu vois, donc en fait, je pense que chacun a ses modèles de réussite. Moi, je respecte vraiment tout ça à partir du moment où t'es pas râleur et tu détruis pas la France. Voilà, mais c'est vrai que nous, on a été éduqués à une période et de là où on venait à ce que notre modèle à nous, ce soit ça. Ouais, carrément. Parce que moi, je raconte toujours ce truc-là, tu vois. Chez ma mère, on n'avait pas de machine à laver. Donc, on partait avec le caddie dimanche, on mettait les affaires dedans, on allait chez mes grands-parents qui habitaient pas trop loin, on faisait les machines, on les rapportait. Et ça m'a marqué, en fait. Ouais, et je peux pas t'expliquer, mais ça m'a tellement marqué dans ma chair qu'aujourd'hui, j'ai toujours eu peur de perdre le toit sur ma tête. Ouais. Toujours, ouais. Je comprends, mais tu sais que c'est un truc que je comprends parfaitement. Ah ouais, il y a un parce film, que moi, j'ai quelque chose en me disant, en fait, ça peut s'arrêter demain. Ouais. Donc en fait, moi, dans ma tête, c'est toujours me dire, bon, Steph, si t'as un toit sur la tête, après, c'est pas grave, tu peux rentrer, tu seras. Je sais pas comment t'expliquer. C'est ce qui s'est passé dans notre enfance qui nous a marqué. Après, on travaille, et donc on a fait tout. J'allais dire, on travaille sur soi pour, tu vois, pour pas que ça nous bouffe. Mais moi, je sais que, par exemple, mes potes me disent, mais Steph, t'as un peu d'argent, vas-y, fais-toi plaisir. Et en fait, tu vois, tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que tu t'es acheté une Ferrari, un machin? Non, rien. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas ça, quoi. Pour moi, la vraie fierté, c'était d'avoir vendu au leader mondial, parce que c'est une
putain de belle aventure, Ouais, avec une complètement. putain de victoire. Mais en fait, ça a pas changé mon standing de vie. Je prends le métro et le RER pour aller à Vitry-sur-Seine voir ma mère, où elle habite depuis toujours. C'est parce que l'argent n'était pas ton moteur, en fait, ce que tu disais tout Non, à l'heure. exactement. Et je comprends exactement ce que tu dis par Mais rapport à ça. ça m'a enlevé quand même une crainte de pas pouvoir être en sécurité moi-même et de pas mettre ma mère en sécurité, Ouais, je parce que comprends. finalement, j'ai pas de frères et sœurs, donc tu vois, c'était à moi d'avoir cette charge-là. Voilà. Mais donc bien sûr, ça aide à ça, mais en fait, quand t'as pas élevé à certains trucs, alors soit tu découvres et tu t'éclates parce que tu dis j'y ai droit, j'y ai droit. Ouais. Moi, c'est pas ça. C'est pas ça. Ouais, je comprends. Je sais pas comment t'expliquer, mais ça a pas changé. Et Ça a pas du tout t'as eu changé, l'impression d'avoir fait beaucoup de sacrifices Ouais. pour arriver à ça. Ouais, c'est ça, hein. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ces sacrifices-là, tu les as faits pour effectivement pouvoir te vendre au leader mondial, c'est Ouais. ça. Et là, tu dis, je repars dans une opération, Ouais. dans une nouvelle boîte que tu vas monter. Ouais, moi j'ai toujours su que Kappa c'était pas ma dernière boîte, quoi. Ok. Ah oui, voilà, en on plus- était sur. Et en plus, tu vois, deux trucs. S'arrêter sur un tel succès, alors que j'ai tellement appris. Tu vois, ça a été tellement dur. Mais tout a été dur. Tout. Les recrutements, Ouais. la tech, le cash, les clients. Tout a été tellement dur. La compta, faire les fiches de paye. J'ai tellement appris que je me suis dit, mais je peux pas m'arrêter alors que j'ai mon cerveau qui est au meilleur de sa forme et de ses compétences. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Donc je me suis dit, non, non, non. Et là, je vois l'IA générative arriver et je me dis, en fait, grâce à cette révolution technologique, je vais pouvoir résoudre les deux plus gros problèmes des entreprises que moi j'avais chez Kappa. Ok. Premier problème, trouver des clients. Et donc, le problème quand tu as une équipe de chasse ou quand tu fais appel à un call center, c'est d'avoir une performance ISO. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des jours, ton meilleur commercial, il va passer 3 heures au téléphone, puis le lendemain seulement 18 minutes. Donc en fait, tes performances, elles font comme ça, donc c'est très compliqué. Et donc là, je me suis dit, mais avec l'IA générative, je peux faire une machine qui parle et qui fait toute mon avant-vente, quoi. Qui peut appeler pour qualifier des leads, pour présenter un produit, pour prendre des rendez-vous, pour prendre des commandes. Donc je me suis dit, c'est extraordinaire. Et mon deuxième problème dans l'intérim, puisque toi, tu as une agence d'intérim, tu sais ce que c'est la relation client. C'est-à-dire, tu as des pics. Tu as des pics où tu as des calls entrants, par exemple, les intérimaires, au moment des payes, qui arrivent pas à lire leur fiche de paie. Bon, faut vous dire, c'est tellement compliqué, donc ils voient pas leurs heures sup. Donc, non, mais je pense que tu m'as oublié mes heures sup. Ah non, regarde, t'as vu, si tu regardes à la deuxième ligne, tu vois bien tes 3 heures sup que t'as faites le 7 janvier de telle heure à telle heure. Bon, voilà. Et puis ça, c'est un truc qui est, c'est la paix sociale. En fait, ces intérimaires que tu as chez toi, en fait, ils viennent parce qu'ils ont besoin de bosser. Ouais. Et Mais en toi, fait, t'en as leur besoin salaire, aussi. c'est hyper important. Ah, mais le salaire, c'est le plus important. Ouais. C'est le plus gros facteur de fidélisation des intérimaires. Ouais, d'accord. J'ai tout testé. Hein. Ouais. Tu vois, je leur avais fait des bonus. Bon, on a tout testé. Le meilleur truc, c'est d'avoir la paye qui soit juste. Juste, mais d'accord. Et répondre aux demandes d'acompte. Parce que ton intérimaire, il a peut-être envie d'emmener ses enfants à Disneyland. Il a besoin de 300 € pour payer ça. Et bah, si tu peux lui faire une avance, lui apporter de la facilité. Voilà, donc les acomptes, on gère ça depuis 50 ans dans l'intérim. Hein. Ouais, complètement. Voilà. Et donc, je me suis dit, mais je vais faire une machine qui parle comme un être humain et qui va pouvoir me faire ma prospection commerciale et ma relation client. Okay. Donc là, j'ai appelé des anciens clients. Je leur ai dit, si je fais ça, qu'est-ce que t'en penses? Tout le monde m'a dit, mais Stéphanie, c'est un truc de dingue. Et donc, avec Julien Ross, qui était mon CTO chez Kappa, on a cofondé tous les deux Volubil. Okay. Donc, on a lancé la société en septembre 2023. On a eu l'idée définitive en décembre 2023. Là, Julien a commencé à coder. On a vu que ça marchait. En janvier 2024, on a les premiers collaborateurs qui sont arrivés. Et on a lancé notre premier client payant live le 17 mai 2024. Voilà. Ah ouais, incroyable. Et donc maintenant, on a 700 clients en attente là que moi j'appelle pour leur dire voilà qu'on convertit et qu'on déploie. Et c'est qui tes clients? Alors les clients, on a à la fois des grands comptes qui ont tout de suite compris qu'il fallait absolument qu'ils mettent de l'IA générative partout dans leur boîte. Donc là, les grands comptes, tu le sais mieux que personne, ça prend un peu de temps. Donc on leur envoie des démos. Ils testent et puis on va après commencer à voir sur quelle petite partie déployer. Parce que
Un grand compte, c'est comme un acheteur d'une société. Faut lui dire ce que tu fais, lui faire ce que tu dis et surtout pas overseller. Bien sûr. Parce qu'en fait, il a aussi conscience, lui, que c'est une nouvelle technologie et s'il vient de voir, c'est qu'il n'est pas capable de la développer en interne et d'ailleurs, même si cette technologie semble facile pour beaucoup de monde, en fait, il y a beaucoup de travail pour faire un système d'agents vocaux parce que nous, on fait de la voix. On prend des calls entrants, on fait des calls sortants. C'est une machine qui parle comme toi et moi, avec une conversation complètement fluide, donc qui n'est pas basée sur un arbre décisionnel comme les anciens répondeurs. Donc là-dedans, il y a beaucoup de tech. Et donc, on commence à être en discussion avec des très très gros acteurs mondiaux dans le secteur de l'énergie, des télécoms, du tourisme, de la banque, de l'assurance. Et nos premiers clients, c'est plutôt des petites et moyennes entreprises qui, elles, ont tout de suite compris. T'as pas besoin de leur faire la vente. Hein. Elles ont tout de suite compris comment ça allait leur servir. Donc, par exemple, on a une agence de location de vannes qui utilise Volubile le soir et le week-end pour prendre toutes les commandes entrantes. Donc, Volubile va parler au client. Donc, le client va dire, écoutez, je vous appelle parce que je voudrais réserver un van pour cet été. Et donc, Volubile va dire, écoutez, enchanté, c'est super que... Alors, pour le coup, là, c'est tu parce que le client veut qu'on tutoie. C'est super que tu aies pensé à nous. Avec plaisir. Tu comptes partir de quelle date à quelle date? Écoute, je compte partir du 1er juillet au 15 juillet. Ah, génial. Vous serez combien? Écoute, on sera 2 et on a un teckel. Je te dis ça parce que c'est véridique. Ah, d'accord. Donc, 2 et un teckel. Est-ce que tu as eu le temps d'aller voir sur notre site les modèles de van ou est-ce que tu veux que je t'oriente? Non, j'y suis pas allée. Ok, écoute, 2 personnes, un confort minimum, un confort maximum. Est-ce que tu veux une douche intérieure ou une douchette extérieure? Est-ce que tu veux une cuisine intégrée? Donc il y a un niveau de détail qui est quand même hyper important. Non, mais c'est la conversation comme toi et moi là. Donc niveau de confort le plus élevé. Très bien, je te conseille l'Avenger 4. Voilà, et tu souhaites partir de quelle ville? Alors je souhaite partir de Libourne. Alors, je regarde, effectivement, il y a un Avenger 4 qui est disponible à Libourne, que tu peux prendre du 1er au 15, et voilà. Et incroyable. ça, c'était mon rêve de gosse! C'est incroyable. Mon rêve de gosse, d'avoir une machine qui parle comme moi, quoi. Ouais, donc, en fait, là, je réalise mon rêve. Capa, c'était déjà un beau rêve. Parce qu'en fait, tu en as parlé tout à l'heure, je trouvais du travail à des gens qui en ont besoin, sans qui la France ne tournerait pas, hein. On a besoin de techniciens de maintenance, on a besoin de chauffeurs-livreurs, on a besoin d'opérateurs de saisie, on a besoin de caristes, de boulangers, de vendeuses, d'infirmiers, etc., etc. Donc, honnêtement, le kiff de trouver du travail à des gens et qui sont contents et qui travaillent de façon admirable et tout, c'est arriver à faire ça, c'est quand même incroyable. Mais là, faire parler une machine et pour remplacer des tâches qui sont chiantes pour tous nos collaborateurs, en fait, là, je vis un rêve éveillé, là. Qui sont chiantes et qui, parfois, en fait, sont pas performantes. Alors, 1, sont chiantes, 2, sont pas performantes. Troisièmement, les entreprises ont du mal à recruter. Il y a des churns énormes dans les call centers parce que, tu vois, c'est vraiment des métiers difficiles. Ouais. Donc, voilà. Donc, le commerce, ça fait partie des sujets qui sont difficiles dans les entreprises, surtout ce sujet-là d'aller prospecter, etc. Ouais. J'ai lu quelque part que toi, tu disais qu'en fait, tu avais découvert en fait un nouveau monde quand tu as compris que tu savais vendre. Ouais. C'est ça? J'adore. Là, chez Volubile, si vous appelez pour prendre Volubile, vous tomberez alors soit sur la machine bientôt. Soit sur Gabriel, soit sur moi. Donc moi, je fais la chasse tous les jours. J'appelle des nouveaux clients et j'adore ça. J'adore ça, tu sais, pour un truc. D'abord parce que je rencontre des gens comme toi. Et deuxièmement, parce que je rentre dans leur business. Par exemple, on a un client, c'est le roi de la vis. Je fais une petite pub pour lui. Vas-y, on peut le citer. J'espère qu'il sera client bientôt. Bon, oui, ça lui fait de la pub gratos. Hein. Mais c'est le roi de la vis. Donc, si tu cherches même une vis, que tu sois une entreprise ou un particulier, tu vas sur son site. Et alors donc il a 2 ou 3 sites et tu vas trouver toutes les vis qui existent dans le monde. Donc c'est un truc de malade. Ouais, carrément. C'est un truc de dingue. Donc j'ai découvert qu'il y avait on avait le roi de la vis en France. D'ailleurs, qui est à Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà. Et donc moi, découvrir des business, par exemple, on a pas mal de clients dans l'énergie, donc que ce soit l'installation des panneaux solaires, les bornes de recharge électrique pour les voitures. Tu vois, je découvre des business aussi parce que on va se parler. Grâce à toi, je vais visiter des lieux magiques. On a pris rendez-vous. Hein, on a pris rendez-vous. Donc tu vois, c'est et
tu construis ton réseau, tu trouves des solutions pour tes clients qui n'avaient jamais envisagé qu'un jour ce serait possible, pour déployer leur business, apporter une satisfaction client puisque tu n'as plus de temps d'attente. Volubil, elle répond 24 heures sur 24, dans plus de 50 langues, en temps réel. Donc même si tu as 100 clients qui appellent en même temps, parce que par exemple, ils ont pas reçu leur commande, Volubil, elle va traiter les 100 calls en même temps. Ouais, donc tu as une bande passante incroyable. Voilà. Donc en fait, on résout, allez, j'ai envie de dire 99, pour pas dire 100%, 99,9% des problèmes de la prospection commerciale et de la relation client. Et c'est super intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, tu remontes une boîte, mais en fait, tu repars au combat et en fait, aller chercher des clients. Ouais. Et en fait, moi, je vois ça souvent. J'ai des copains qui montaient des boîtes, etc., qui montent des boîtes. Et en fait, d'abord, ils se concentrent sur le site internet. Et puis ensuite, ils se concentrent d'avoir les bonnes cartes de visite. Je fais exprès. Hein, voilà. Et puis, il faut avoir les bons bureaux avec les bonnes chaises, etc., pour pouvoir faire les choses. Moi, j'arrête pas de leur dire, en fait, la priorité, c'est faut que tu apprennes à vendre. En fait, la priorité, c'est faut que tu trouves des clients. Il faut que c'est toi qui vendes. Tu vas te confronter à ton marché, tu vas te confronter à savoir si ton produit tient la route, tu vas entendre, tu vas avoir les super feedbacks pour pouvoir t'améliorer, etc. Et toi, tu repars au combat en disant, en fait, je vais refaire du commerce, quoi. Ouais, mais tu vois, notre site internet, on a juste 2 pages pour le moment, il est même pas ouvert, alors qu'on a déjà des clients payants. Donc, on s'est dit, ça, on va le faire là, c'est quasiment fini, donc il va être prodé très bientôt. Mais la priorité, bon, c'était d'avoir déjà un produit qui fonctionne. Bien sûr, on est au début de cette révolution, donc en fait, le produit, on l'améliore toutes les semaines et d'avoir des clients. Et tu es d'accord avec moi de dire qu'aujourd'hui, même, je crois, dans la tech et dans ce que tu fais, dans les startups, etc., au-delà des levées de fonds, moi je dis toujours, en fait, le business d'abord, les investissements après. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller chercher des clients, alors, surtout il faut aller chercher son marché. Surtout en ce moment, même moi qui peut être amené à chercher des fonds, si tu arrives avec peu de chiffre d'affaires, c'est compliqué. Alors que de toute façon, quel que soit ton business, parce que tu sais, quelquefois, c'est oui, ton business, il est pas assez deep tech. Oui, alors tu sais, je sais pas où ça va aller avec l'IA, machin. Ouais, quoi, quand ton business, il fait 0, puis 10 000 euros par mois, puis 100 000 euros par mois, puis 1 million d'euros par mois, voilà. Ouais, t'as prouvé. Ouais, t'as prouvé. Ouais, complètement. Je vois ce que tu veux dire. J'ai encore plein de questions à te poser, mais je sais que tu as un rendez-vous juste après, mais c'était super de t'avoir ici. Le podcast, il s'appelle Build, c'est-à-dire construire. Ouais. Moi, je crois beaucoup à Bien trouvé pour ta boîte aussi. De quoi? Bien trouvé, ouais, carrément. Nous, on est dans le monde de la construction, du BTP, etc. En fait, c'est un sujet en plus qui me passionne. Un peu comme toi, en fait. Moi, les gens qui sont sur les chantiers, en fait, ça devrait être, je dis toujours ça devrait être en fait d'intérêt général, comme les agriculteurs. Et on devrait se dire, en fait. Tu sais que moi, ma première boîte, ça a été Bouygues. Hein. Ouais, je sais. Incroyable. J'ai adoré. Bouygues, ça a été ma meilleure école. Je le dis souvent, j'aimerais remercier les dirigeants actuels, mais moi, c'est le groupe Bouygues qui m'a tout appris. Ouais. Tout. Ils ont des méthodes incroyables, en tout cas sur la gestion des chantiers, etc. Nous, ça fait partie de nos clients, c'est un de nos principaux clients. Donc, c'est vrai que on a bien l'habitude de travailler avec eux. Et c'est vrai que, d'ailleurs, on aime bien ces profils-là, des gens qui viennent, qui ont d'abord un passage dans des grands groupes parce qu'ils ont appris des méthodes. Ouais. Et après, nous, on les aide à accélérer l'ensemble de leur potentiel. Ça, c'est un truc qui est très cool. Donc, ouais, tu as fait beaucoup de croissance. Moi, c'est un sujet qui me passionne, la croissance. Que ce soit la croissance externe. Ah, attention, hein. Ça a été comme ça. Hein. Ouais, mais tu sais, puis tu montes, après tu es sur un palier, puis là tu remontes. La croissance, je suis d'accord avec toi, c'est un sujet passionnant, mais faut s'accrocher. Hein. Ouais, carrément. C'est des hauts, des bas en permanence. C'est des opérations que tu fais, puis d'autres que tu fais pas, des contrats que tu gagnes, puis d'autres que tu perds, etc. Puis dans la même journée, moi ça m'est arrivé, dans la même journée, tu gagnes un contrat à plusieurs millions. Ouais. Et puis juste après, tu perds un contrat à plusieurs millions. Ouais, carrément. C'est. Ouais, là-dessus, faut être accroché. Hein. Ouais, carrément. C'est le cas de le dire, par rapport à ta boîte. Hein. Effectivement, faut être accroché. Faut être bien accroché. Mais moi, je suis un peu comme toi. Je suis un optimiste. Et en fait, je suis toujours dans l'étape d'après, donc j'ai toujours envie d'aller voir un peu plus loin. Et puis en fait, je me dis que si on est dans cette dynamique-là, vraiment, on y arrive. Et en tout cas, moi, ça me facilite beaucoup de choses que de me dire qu'en fait, même si j'ai perdu, je vais en regagner d'autres. Et puis on va y arriver. Après, la difficulté, tu disais tout à l'heure, c'est que quand on est devant et qu'on fait des choses en premier, en fait, on a toujours une cible dans le dos. Ouais. Donc ça, c'est pas forcément évident. Si tu devais me recommander quelqu'un en termes de croissance, tu vois, quelqu'un qui me parle de croissance comme toi, avec un parcours qui est un vrai modèle, parce qu'aujourd'hui, Stéphanie, je sais pas si on te l'a dit, mais moi, je trouve que tu es un modèle hyper inspirant, en tout cas. Oh, c'est gentil. Bah, c'est vrai. Et je te passe pas de pommade en te disant ça. Quand on vient de Vitry et qu'on vend sa boîte au numéro 1 mondial et qu'on va travailler dans un secteur qui va révolutionner le monde, parce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'IA, ça va révolutionner le monde, notre façon de travailler.
Je trouve ça assez incroyable. Si tu avais quelqu'un à me recommander comme ça, qu'il faut absolument avec qui je parle sur la croissance. Alors, c'est pas forcément une croissance à milliards pour le moment, d'accord. C'est un de mes anciens collaborateurs, Raphaël Boucris, qui a été un de mes meilleurs commerciaux, ensuite directeur commercial, qui est aujourd'hui un des cofondateurs de Didomi, une boîte dans la RGPD. Mais ce que j'admire chez lui, c'est son expertise commerciale. C'est-à-dire, tu vois, entre caler des bonus, organiser une équipe commerciale, qualifier des leads, etc. Il est super bon. Donc, quand tu m'as parlé de croissance, c'est la première personne qui m'est venue en tête. Je pourrais t'en citer plein d'autres. Mais une personne très intelligente, qui adore le commerce, justement, et avec qui j'ai eu un grand plaisir à travailler, et qui est un ami aujourd'hui. Et donc, une belle personne. Passionnant en plus. Moi, je dis toujours que la croissance, elle passe souvent par le fait d'acquérir de nouveaux clients. Et donc, les gens qui sont tournés vers ça, je trouve que c'est un métier incroyable, le commerce, les métiers des gens qui font du commerce. C'est quelque chose aussi qui me passionne. Donc, ok, ça c'est bien noté. Et puis, dernière chose avant de te laisser courir à ton prochain rendez-vous, l'avenir pour toi, c'est quoi avec Volubile? Où tu te vois? C'est quoi tes ambitions déjà pour ta boîte? Et puis, tes ambitions personnelles, t'aimerais faire quoi? Si on se parle dans quelques années? Alors, ma première ambition, mon seul focus du moment, en ce moment, c'est Volubile. Donc, Volubile soit dans toutes les boîtes moyennes, petites et grandes du monde. Voilà. Et mon ambition, c'est que Volubile s'internationalise très, très rapidement. Ok. Voilà. Ok, ça, c'est un projet extraordinaire. Ouais. Projet extraordinaire. Parler avec toutes les boîtes du monde, c'est quand même très cool. Encore une fois, c'est mon kiff personnel. Hein. Découvrir des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des entreprises, leurs services, leurs produits et tout. J'adore ça. Voilà. Et à l'international, parce qu'il faut être présent sur le monde rapidement avec ce type de techno. Ok. Bon, c'est un gros challenge. C'est incroyable. Mais on lâche rien. Il faudra que tu me racontes. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ton podcast, on n'a pas eu le temps d'en parler. Faut que tu viennes. Eh ben, écoute, avec plaisir. Faut que tu viennes parce qu'en fait. En plus, j'adore ça, on lâche rien. Je voulais te poser comme question en disant que tu disais à tes équipes, quand tu bossais avec elles, qu'elles n'avaient pas fait Verdun. On peut terminer là-dessus. Oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais parce que si tu veux, quand tu as des jeunes de 22, 23 ans, à l'époque actuelle et dans notre pays, d'accord, qui arrivent le matin en disant non, mais là, Steph, je suis fatiguée, là. Et donc, mon truc, c'est toujours de leur dire, non, mais t'as pas fait Verdun, quoi. T'as pas fait Verdun. Parce que Verdun, à l'époque, t'avais des gamins déjà de 16 ans qui étaient dans les tranchées et donc qui avaient une autre idée de ce qu'est le courage, l'audace et le travail par rapport à aujourd'hui. Voilà. Et c'est resté, en fait, à chaque fois, ils me disaient, non, mais Steph, oui, j'ai pas fait Verdun, mais bon, ok, je m'y remets. Voilà. Mais c'était, voilà, je suis passionnée d'histoire. J'aime bien se rappeler là et leur dire, écoutez les gars, vous n'avez pas une vie difficile aujourd'hui, quoi. C'est pas ça la difficulté. Donc vas-y, accroche-toi et puis surtout profite d'être là, profite d'apprendre, profite de délivrer, profite de te faire plaisir, d'être fier de toi. Puis si ça va pas, c'est pas grave, change. Mais aussi aie le courage de changer. Voilà. Donc le fait de pas faire Verdun, c'est de dire, rends-toi compte, t'as une vie beaucoup plus facile que plein d'autres personnes dans le monde. Donc profite de cette vie-là et sois-en aussi respectueux. Super. Merci Stéphanie. Merci à toi et félicitations pour tout ce que tu fais. Hein. Merci.